Alors, voici une capsule sur l'évaluation en classe d'histoire. On est dans le cours de didactique de l'histoire au cycle intermédiaire. Donc, avant de se poser des questions sur l'évaluation en histoire, il y a des questions plus générales sur l'évaluation qu'il est important de se poser et que vous êtes probablement posées, je m'imagine, dans le cours que vous avez eu qui porte sur l'évaluation. Donc, peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas encore suivi, vous allez le suivre et peut-être que, j'imagine que ceux qui sont en deuxième année, vous l'avez déjà eu ce cours-là. Donc, j'ai un peu peur de répéter des éléments. Je ne veux pas aller trop dans le détail des principes même de l'évaluation au départ. Mais je pense qu'une question qui est importante de se poser et qui est importante, et quand je dis la question qui tue, bien, c'est de se demander pourquoi on évalue. On est dans un contexte historique, on pourrait dire néolibéral, qui affecte parfois l'évaluation, en ce sens que dans beaucoup de provinces, par exemple, en histoire, on va avoir un examen ministériel qui va venir regarder le rendement des élèves et ensuite ces résultats-là sont utilisés pour comparer la réussite des élèves un peu partout au Canada ou à travers le monde. En Ontario, vous n'avez pas nécessairement ce type d'évaluation pour ce qui est de la classe d'histoire. Mais parfois, vos conseils scolaires, tout ça, vont vous imposer aussi une évaluation et ça peut aller dans un contexte où on va regarder comment vos élèves se classent, comment vous, comme enseignant, parfois, on peut être jugé à partir des résultats de nos élèves. Est-ce que c'est sain? Et qu'est-ce qu'on souhaite en fait? Est-ce qu'on souhaite améliorer la réussite ou on souhaite développer des apprentissages significatifs? Donc, il faut vraiment se poser des questions sur pourquoi on évalue. Est-ce qu'on est dans une logique qui est humaniste ou managériale? Donc, est-ce que l'évaluation est au service des élèves, donc leur sert, eux, comme individus, à se développer et à s'améliorer, ou encore les élèves sont au service de l'évaluation, ça veut dire qu'ils permettent à des structures plus grosses de justifier des dépenses ou des coupures. Donc, c'est des questions qui sont importantes à se poser. Et je pense que quand on se pose cette grande question, vient d'autres éléments qui sont importants. Alors, je dois me demander, avant de faire un examen ou une évaluation, pourquoi à ce moment-ci j'évalue mes élèves? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est les bonnes raisons pour lesquelles je le fais? À quoi sert réellement cette évaluation-là? Donc, est-ce qu'elle me sert simplement à mettre une note ou je suis dans une logique où je vais aider les apprentissages de mes élèves? Comment évaluer? Et là, on va se pencher plus là-dessus parce qu'on va se pencher sur comment on évalue plus spécifiquement en histoire. Et on va voir que les changements dans les curriculums, dans les programmes, ont une influence sur comment on évalue différemment ou on vous demande d'évaluer différemment qu'auparavant. Qu'est-ce qu'on évalue aussi? Et quand on se pose cette question « quoi évaluer?», il faut se demander qu'est-ce que je dois évaluer, qu'est-ce qui est important à évaluer, mais pas simplement ce qui est facile à mesurer. Et des fois, malheureusement, ça ne va pas de pair. Ce qui est facile à mesurer, ce n'est pas nécessairement ce qui est un indicateur des apprentissages de mes élèves. Donc, vous avez quand même, au niveau du curriculum ontarien, vous avez les pages que je vous ai demandé de lire dans le cadre de ce cours-ci, des principes. Il y a les 8 principes là, qui sont là. Est-ce qu'il y en a 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il y a 8 principes, j'avais bien compté. Donc, c'est des principes plus larges. J'imagine que ça aussi, vous les avez vus dans votre cours d'évaluation. Les pages qui sont propres à l'évaluation dans le programme ne sont pas spécifiques à l'enseignement de l'histoire. Si vous allez dans votre programme de 7e et de 8e année, vous allez voir les mêmes pages, les mêmes informations, la même grille de rendement. La différence, la seule raison pour laquelle moi je vous ai demandé de lire 9e et 10e année, c'est que les pourcentages étaient intégrés à la grille et qu'on vous demande d'évaluer en pourcentage sur les bulletins que vous donnez aux élèves. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, et dès la 7e année d'ailleurs, mais dans celui de 9e et 10e année, je trouvais que la grille était plus claire en ce sens-là. Ces principes généraux, je les trouvais
intéressant, mais ça vous montre à quel point la tâche d'évaluation, elle est complexe. On n'est pas simplement d'en bâtir un examen de connaissances. On vous demande beaucoup de choses quand vous êtes en train d'évaluer. Donc là, vous voyez, vous ne pouvez même pas le lire là, tellement il y a des choses, vous pouvez aller directement dans votre programme, mais en gros, on vous demande d'avoir des évaluations qui sont justes, qui sont équitables, mais qui tiennent tout de même compte de la différenciation pédagogique et des différences que vous voyez entre les élèves. Vous devez aussi communiquer assez fréquemment et pas seulement lors des bulletins avec les parents. Et avec les élèves, cette évaluation-là. Vous avez des évaluations qui sont diversifiées, mais là aussi, on va voir qu'il y a une problématique parce que oui, je peux diversifier mes formes d'évaluation, mais si je veux donner la chance à l'élève de s'améliorer, il ne faut pas trop les diversifier non plus. Donc, qui offre de nombreuses possibilités. C'est une autre problématique selon moi parce que si on fait ça, des fois, avec le nombre de périodes qu'on a, on est toujours en train d'évaluer. Il y a la différence entre l'évaluation formative et sommative, vous me direz, mais c'est pas constamment, normalement, on ne devrait pas être constamment en période d'évaluation. Et un autre aspect qui est là, qui est intéressant, mais qu'on va fouiller un peu plus, c'est l'aspect des rétroactions descriptives. Donc, on vous demande de donner des rétroactions qui sont le plus détaillées possible à vos élèves, mais en termes de charge de travail, c'est assez important. Et finalement, de donner l'opportunité aux élèves de développer leur capacité d'auto-évaluation. Donc, c'est les grands principes qui sont là. Puis, vous avez dans votre curriculum une grille d'évaluation globale qui s'adresse à toutes les matières. Donc, c'est toutes les attentes de toutes les matières. Évidemment, ce n'est pas la grille que vous allez utiliser quand vous faites, par exemple, un projet sur la Première Guerre mondiale. Vous allez développer vos propres grilles, mais elles peuvent s'inspirer de ces critères qui sont très globaux. Donc, ça va vous guider lors de l'élaboration de vos tâches d'évaluation. Ça peut vous aider à planifier aussi, puis ça vous donne une idée de comment aller regarder, de donner des indices de performance qui favorisent une rétroaction continue. Donc, qui vous évite de tout le temps être en train d'écrire des petits commentaires sur le côté parce que ces commentaires-là sont directement à même la grille. Cette grille, elle est basée sur les critères suivants. En fait, vous avez les 4 compétences, connaissance et compréhension, habileté de la pensée, communication, mise en application. Et pour chacune de ces compétences, vous avez les critères qui sont évalués. Donc, ils sont intéressants. Vous avez connaissance et compréhension des éléments à l'étude. Ça, c'est assez simple à comprendre. Les habiletés de la pensée, c'est là qu'on pourrait insérer les habiletés de la pensée critique. Vous voyez, ça, c'est vraiment le 3e élément, l'utilisation du processus de la pensée critique. C'est là que vous allez mettre changement, continuité, importance, cause et conséquences et perspective. Et tout ce qui est des habiletés de traitement de l'information. Donc, si vos élèves travaillent avec des sources primaires, des sources secondaires, des documents iconographiques, comment ils sont en train de traiter les informations, tout ça, ça va dans habileté de la pensée. Communication, c'est la façon qu'ils vont rendre leur information, s'ils font une communication orale, un texte argumentatif écrit, une pièce de théâtre, une affiche, donc à cet endroit-là. Et la mise en application, ça fait référence à une autre capsule qu'on a faite, qui était celle du transfert, donc d'être capable d'utiliser ce que je vois dans ma classe d'histoire et de l'utiliser, de montrer que je suis capable de l'utiliser ailleurs ou dans un autre contexte. Ce qui est à voir ici, c'est que pour moi, tous ces critères-là n'ont pas le même poids quand on est en train d'évaluer en histoire. Et ça, on vous le dit dans le programme, même si les 4 compétences sont importantes, il y a certaines matières où certaines compétences sont plus utilisées que d'autres. Par exemple, la compréhension des éléments à l'étude, pour moi ici, va avoir un poids plus important, par exemple, que le fait de communiquer ses idées oralement ou par écrit, qui font moins référence à la partie histoire. Je vais plus aller voir si l'élève comprend ces éléments-là que la façon qu'il est en mesure de les communiquer. Donc, le poids n'est pas nécessairement équivalent entre ces éléments-là. L'autre chose, c'est qu'il y a aussi des éléments qui se recoupent. Alors là, moi, c'est une difficulté pour moi, c'est des fois savoir où est-ce que je vais classer certaines choses quand je regarde comment un élève a réussi ou non son évaluation. Mais par exemple, si je suis en train de regarder
le processus de la pensée critique, mais en termes est-ce qu'il est capable d'identifier les causes et les conséquences et comment et où est-ce qu'il va les chercher, etc. Ben oui, il y a un élément d'habileté de la pensée, mais il y a aussi une compréhension des éléments à l'étude. Donc, ça va de pair. De la même façon, quand on dit utilisation des conventions et de la terminologie à l'étude, ben, si j'utilise les bons termes liés à l'histoire, ben, j'ai une bonne connaissance des éléments à l'étude, où je comprends ces éléments-là. Donc, je suis plus dans la connaissance et la compréhension, et c'est là où parfois certains éléments se recoupent. Si on va plus spécifiquement en histoire, on va regarder la pensée critique, la fameuse pensée historique, ce qu'on a vu en classe là, depuis le début de la session, tout ce qui est les fameux concepts. Alors, ces concepts-là, comme vous le savez, ont été rajoutés récemment au programme en 2013 et c'est un changement de paradigme qu'on observe un peu partout en Occident dans les programmes d'histoire. Et donc, qui va s'enligner moins vers des évaluations qui vont aller regarder les connaissances des élèves, mais plutôt comment ces connaissances sont utilisées ou comment les concepts de la pensée critique sont développés, ces habiletés-là se présentent chez les élèves. C'est un changement de paradigme qui est important parce que si vous vous rappelez, et là ça peut être différent là, selon vos différentes expériences, mais évidemment, on n'est plus dans le type d'évaluation auquel on a l'habitude de penser quand on pense à un test d'histoire. Si on est en train d'évaluer des compétences ou une habileté, c'est quelque chose qui est nouveau et qui n'est pas simple à aller évaluer. Donc, ce que nous dit Bouon, ceux qui sont au cycle supérieur, ce texte-là, il se retrouve dans le livre. C'est dans votre manuel de cours. Sinon, pour les autres, vous avez ici l'essentiel de ce qui est important. Cette situation est non seulement une source d'inconfort pédagogique, mais elle donne naissance à une multiplicité d'interprétations au sein d'un même domaine disciplinaire, dans notre cas dans l'histoire, voire chez un même enseignant, d'une situation d'évaluation à l'autre. Donc, des fois, je ne sais pas comment évaluer, donc un autre enseignant va voir les choses différemment, ou même moi, ben, je vais avoir différents types d'évaluation. Des fois, je vais plus regarder les connaissances, des fois les compétences. Donc, il n'y a peut-être plus de cohérence dans l'accompagnement pédagogique. L'élève, quand je lui dis qu'il y a un test qui s'en vient, il ne sait pas nécessairement à quoi s'attendre. C'est quelque chose qui est donc revenu. Il y a d'autres enquêtes qui ont été faites. Et là, je prends l'enquête de Seychelles et, là, je ne suis pas sûre de la façon de prononcer, Ercican, qui ont détecté 3 défis qui sont en lien avec l'évaluation en histoire. Le premier défi, c'est celui de concevoir des tâches qui engagent les élèves dans la pensée critique. Donc, de sortir du problème, de la question historique pour aller vers un problème historique ou vers une situation problème dans laquelle ils auront la possibilité de développer leur pensée critique ou de développer leur habileté par rapport à un concept plus particulier comme la perspective, par exemple. Donc, ce défi-là, j'espère vous avoir outillé suffisamment avec des exemples en classe, mais c'est au fur et à mesure de votre expérience que ça va se développer aussi. Mais c'est un grand défi que de sortir du paradigme précédent qui était celui de faire du repérage d'informations et d'aller chercher la bonne réponse. Là, on est dans quelque chose qui est nouveau. Le deuxième défi, c'est que faire avec les connaissances. Souvent, on va opposer cette pédagogie par laquelle il y a les concepts ou au Québec, les compétences. On va l'opposer aux connaissances. Mais il y a ici, ce que Seychelles et Ercican nous disent, c'est qu'il y a 3 approches qu'on peut adopter. On peut avoir, par exemple, une évaluation où on n'a pas besoin des connaissances. Je vous donne un exemple. Quand en classe, vous avez travaillé avec les documents iconographiques sur l'Afrique du Sud, vous n'aviez pas nécessairement les connaissances préalables pour travailler. Donc, si j'avais évalué, ce que je venais voir, c'était vraiment votre habileté à inférer, à faire de l'induction à partir des images pour trouver le titre, la description qu'elle a avec, et à partir de vos habiletés qui ont été développées par ailleurs à plusieurs reprises. Bien là, est-ce que vous êtes capable de reprendre ces habiletés, de transférer dans une autre situation
et de bien placer les choses et d'offrir un schéma conceptuel qui est logique. Donc là, dans cette perspective-là, il n'y a pas de connaissances. Je n'ai pas besoin des connaissances au départ, je les développe au moment même où je suis en train de faire l'activité. Donc, ce n'est pas nécessairement et absolument un préalable que d'avoir les connaissances avant de faire une tâche. Et je pourrais même avoir une tâche qui va évaluer les habiletés chez les élèves et qui va leur amener des connaissances qui sont tout à fait nouvelles. Et ce que je veux aller voir, c'est s'ils sont capables d'utiliser ce qu'ils ont appris dans un autre contexte pour le réutiliser dans celui-là. Je peux aussi avoir des évaluations, c'est les plus fréquentes là, en ce moment, si on prend l'examen ministériel au Québec ou dans l'article, on nous donne l'exemple de la Suède, c'est que les évaluations vont être faites en fonction du fait que les élèves doivent avoir tout de même étudié, donc doivent avoir leurs connaissances, mais il y a un gros dossier documentaire, il y a des questions où ils doivent utiliser des habiletés, où ils doivent utiliser leurs compétences, sauf que ils ne peuvent pas le faire s'ils n'ont pas étudié auparavant parce que ça leur prend les connaissances pour être capable de répondre aux questions. Donc, ça va de pair, c'est mis ensemble les connaissances et les compétences. Puis, on aurait la troisième possibilité. Moi, c'est ce que je faisais quand j'enseignais au secondaire. C'est celle d'offrir aux élèves deux évaluations distinctes. Donc, une évaluation qui va vraiment chercher leurs connaissances, donc un examen très traditionnel où on va leur demander les dates, les causes, les conséquences, des choix de réponse, des questions à réponse courte, et un examen plutôt où on est dans l'évaluation des compétences. Et là, il peut y avoir un dossier documentaire ou des sources avec lesquelles travailler, des éléments à aller chercher. Et dans le cadre de l'examen de compétences, bien, celui-là, cette évaluation-là, ils peuvent avoir accès à leur documentation parce que je ne suis pas en train d'aller voir ou d'aller évaluer s'ils connaissent ou pas leur histoire, mais je veux vraiment les développer, aller voir s'ils ont développé leurs habiletés. Donc, c'est une troisième possibilité. Le dernier défi qui est identifié par ces auteurs-là, c'est celui de savoir si quand on fait une évaluation comme ça, surtout quand il y a un nombre important de documents écrits, de lecture, ou qu'il y a un texte à écrire à la fin qui est plus long, est-ce que je suis en train vraiment d'évaluer en histoire ou je suis en train d'évaluer les habiletés de lecture ou d'écriture? Est-ce qu'un élève qui a des difficultés en lecture et en écriture n'est pas nécessairement désavantagé en histoire? Bon, c'est une question qui se posait même avec les examens de connaissances, mais qui prend un poids beaucoup plus important avec des examens où on vient regarder le développement des concepts, des habiletés ou des compétences. Les auteurs ne donnent pas de réponse claire et ce qu'ils disent en gros, c'est vraiment la grille d'évaluation qui va permettre de distinguer ce qui est des éléments de lecture et d'écriture et qui ne sont pas liés à l'évaluation en histoire et ce qui est vraiment le développement d'habiletés en histoire. Donc, c'est les critères qui sont choisis qui doivent être en lien avec les concepts et les indicateurs que vous choisissez qui doivent être vraiment en lien avec l'histoire et non en lien avec l'écriture ou la lecture. Mais évidemment, il n'y a pas une solution très claire à cet enjeu-là. C'est un élément qui est un défi et qui est problématique parce que ce changement de paradigme dont on parle depuis tantôt amène nécessairement l'élève à devoir lire et écrire plus qu'il le faisait auparavant en histoire. Donc, ça peut avoir une influence sur des élèves qui ont des difficultés. Hop. Pardon. Alors, au défi qui était là, moi, j'en ai rajouté 2 à la lecture de Bouon. Celui que j'appellerais évaluer le savoir-faire. Donc, comment on fait pour trouver une évaluation qui est suffisamment différente et suffisamment nouvelle? Mais en même temps, de donner l'occasion à l'élève de ne pas se retrouver dans le vide. Donc, c'est un défi particulièrement complexe, c'est-à-dire que l'évaluation que vous proposez aux élèves, elle doit être suffisamment nouvelle, parce que si vous demandez exactement la même chose avec les mêmes composantes, bien, finalement, on est plus dans le savoir redire ou dans le savoir refaire que dans le savoir faire.
Mais évidemment, si votre élève n'a jamais été mis dans une situation qui est similaire, bien, il n'a jamais eu l'occasion de se pratiquer. Donc, ce n'est pas juste non plus comme évaluation. Donc, il faut trouver cet équilibre et je ne vous dis pas que c'est simple à faire. Moi, j'essaie de le faire là, avec les activités qu'on fait en classe, le journal de bord, l'examen, mais je ne sais pas à quel point j'ai réussi, à quel point il y a de la redite ou du savoir refaire, à quel point des éléments sont trop différents. Donc, c'est un questionnement que auquel vous devez penser. Donc, de trouver cet équilibre-là, ce n'est pas toujours simple. Et l'autre défi, c'est la rétroaction. Alors, quand on est dans une évaluation qui est plus de type qualitative, hein, parce que quand on est dans l'évaluation des habiletés, des concepts, des compétences, on est plus dans le qualitatif que dans le quantitatif. Il n'y a pas simplement la bonne et la mauvaise réponse. Ça veut dire qu'il faut que je donne une rétroaction pour aider l'élève à pouvoir s'améliorer, à pouvoir savoir ce qui va bien et ce qui va moins bien. Et là, ce que nous dit Bouon, c'est que cette dimension-là de l'évaluation, qui est l'annotation de copie, les commentaires, la rétroaction orale individuelle, dans la forme scolaire qu'on a présentement, ça veut dire un nombre important d'élèves par classe, ça devient un travail qui est, oui, il nous dit répétitif, fastidieux, voire exténuant, et que cette approche-là risque de discréditer toute l'approche par compétence. Et c'est vrai, c'est épuisant, surtout dans les premières années. On veut tout bien faire, on veut donner beaucoup de rétroaction, mais il y a un moment où on ne peut pas le faire. Et donc, des fois, ça fait que certains enseignants qui s'essayent à faire des évaluations de compétences vont revenir vers une forme plus traditionnelle d'examen à choix multiples ou à réponse courte parce que c'est beaucoup plus simple comme rétroaction, bonne ou mauvaise réponse. Donc, c'est un défi supplémentaire que vous avez. Une des solutions qu'on pourrait avoir ici, c'est vraiment quand votre grille d'évaluation elle est bien développée, qu'il y a des niveaux, qu'il y a des comportements observables qui sont clairs et qui sont énoncés, bien, ça va limiter le nombre de commentaires que j'ai à mettre à même le travail. Bouon nous offre 3 pistes pour l'évaluation en histoire. La première chose, c'est de distinguer, et là, j'ai vraiment peur que ça se répète par rapport à vos cours d'évaluation, mais bon, distinguer le critère et l'indicateur. Je pense que dans votre programme, on parle de descripteur. Donc, le critère qui est beaucoup plus général, c'est la qualité attendue générale. Et là, vous pouvez aller vous baser, par exemple, si vous basez sur les éléments de contenu, donc vous allez vous baser sur les attentes générales ou les attentes plus spécifiques, A2.3 par exemple. Donc, vous allez vous baser sur ça pour formuler votre critère. Donc, par exemple, l'élève analyse les répercussions politiques de la Première Guerre mondiale. C'est le critère plus global. Et après, j'ai un indicateur ou un descripteur ou plusieurs indicateurs ou plusieurs descripteurs qui sont des éléments observables. C'est concret, donc c'est plus facile à mesurer. C'est ça qui va vous aider, vous, à qualifier le niveau de l'élève. Donc, ça peut être exprimé en niveau. Et là, c'est là que ça va vous aider à avoir un peu moins de rétroaction à faire puisque votre grille d'évaluation, elle est développée déjà en termes de niveau. L'élève va pouvoir voir quels éléments il a clairement réussi et ceux qu'il n'a pas réussi. Donc, par exemple, si on revient avec le critère en premier, bien, l'élève identifie plusieurs, et là, si je voulais être encore plus clair, je nommerais le nombre auquel je m'attends, plusieurs répercussions politiques pertinentes de la Première Guerre mondiale correctement. Parce que s'il en identifie plusieurs, mais que son explication n'est pas claire, bien là, je vais probablement être dans un niveau inférieur. Voici un exemple en histoire. Celui-là, il est tiré du livre Leçon modèle de pensée historique qui est à la Didactèque, qui va de pair avec votre, vous reconnaissez là, le choix graphique, là, ça ressemble beaucoup au manuel que vous avez en classe. Donc, dans la colonne de gauche, vous avez les critères et ensuite, basé par niveau, vous avez les indicateurs, les descripteurs selon le niveau. Donc, vous pouvez aller consulter, là, je ne vais pas lire la grille d'évaluation, mais ça vous donne une idée de ce qui peut se faire. Donc là, on est dans évaluation de la compréhension des conséquences. Donc, ça serait pour le concept cause et conséquences. La deuxième chose, c'est de hiérarchiser et d'attribuer des points aux critères. Ce n'est pas toujours fait et des fois, c'est particulièrement pas facile à faire non plus. Mais si on revient aux grands critères qui sont dans votre grille de rendement du ministère, je vous ai dit tantôt, je vous l'ai dit, ces critères-là n'ont pas tous le même poids en histoire.
Donc, le critère compréhension des éléments à l'étude est probablement plus important en histoire que les critères liés à la communication. Par exemple, l'aspect visuel de l'affiche est peu important si je suis en train d'évaluer l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là sur ma grille, mais ça ne devrait pas être l'aspect le plus important d'une évaluation quand je suis en histoire. Donc, à ce moment-là, je peux vraiment attribuer ou hiérarchiser, dire quel critère est le plus important ou donner, que ce soit encore plus concret pour l'élève, combien de points est attribué à chacun des critères. Et si vous êtes oui, on vous dit que partout, il faut que l'élève écrive bien le français, parle bien le français, mais vous êtes encore dans la classe d'histoire, donc l'élément de son français ne devrait pas jouer sur la note, même si le critère est là, que vous pouvez lui faire une mention de la qualité du français. Normalement, ça ne devrait pas jouer sur sa note en histoire. Finalement, la dernière chose qu'il nous dit, et ça je suis certaine que vous l'avez vu dans d'autres cours, pas juste celui-ci, pas juste celui sur l'évaluation, c'est l'importance d'utiliser l'auto-évaluation et de le développer assez souvent pour que l'élève il comprenne et que lui-même, ça fasse partie de sa métacognition, de réflexion sur les apprentissages qu'il est en train de faire. Et ça peut vous aider après aussi à comparer avec vous comment vous avez noté. Si vous avez le temps de vous asseoir avec un élève puis de regarder son auto-évaluation puis votre évaluation, il y a quelque chose d'intéressant qui peut en ressortir. Donc là aussi, je ne vais pas lire l'exemple d'auto-évaluation qui est ici, ça provient du même recueil, mais si vous le souhaitez, vous avez accès au diaporama sans ma voix et vous pouvez aller prendre le temps de bien regarder cette fiche d'auto-évaluation. Donc voilà pour l'évaluation en histoire.